Après le Japon, la France est le deuxième plus gros consommateur de manga au monde, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le genre a connu à partir de 2018 une augmentation des ventes de plus de 11,1% si on compare à 2017. De plus, en 2018, une BD achetée sur 3 est un manga. Sa part de marché totale atteint les 38%, ce qui le place en première position, devant la BD de genre, 31%, la BD jeunesse, 24%, et le comique, 6%. Le secret de son succès est son mode de publication par tomaison, la fidélité de son lectorat, la pérennité des best-sellers comme One Piece de Eiichiro Oda, Fairy Tail d'Hiro Mashima, Naruto de Masashi Kishimoto, Dragon Ball d'Akira Toriyama ou Berserk de Kentaro Miura, mais aussi le renouvellement des franchises, avec l'arrivée sur le marché de nouvelles séries à succès, comme One Punch Man de One, The Promised Neverland de Kaiju Shirai, L'attaque des Titans de Hajime Isayama, My Hero Academia de Koei Horikoshi et bien d'autres. Manga est un terme difficile à situer dans le temps, car selon la période où l'on décide de faire remonter son origine, son sens diffère, tout comme la réalité artistique qu'il désigne. À cela, il faut aussi prendre en compte la polysémie du japonais, qui rend plus difficile la tâche des traducteurs, les obligeant à trancher, parmi tous les sens possibles, au risque de perdre de vue la définition globale de ce mot. Dans ce bourbier historique et linguistique, la journaliste Karine Nishimura-Poupée a voulu dégager une traduction fiable et fixer le moment où le terme manga prend toute sa légitimité. Pour ce faire, elle a décomposé le mot et des deux particules ga et man qui le composent, elle s'est attachée à en donner toutes les traductions possibles. Au terme de son travail, elle est donc arrivée à la conclusion que le manga peut être défini comme une suite d'images, une série d'images, ce qui colle parfaitement avec la conception qu'on peut avoir de cet art aujourd'hui et justifie son retien au XXe siècle pour désigner selon ces mots Une œuvre constituée de plusieurs vignettes ayant les unes envers les autres un rapport de continuité expressif qui marque le découpage d'une action en cadre consécutif. Le manga est donc un art imagé, puisant son inspiration dans le Japon traditionnel, caractérisé par la cérémonie du thé, l'ikebana, l'art de l'arrangement floral, le jardin zen, mais aussi les fleurs de cerisier, les samouraïs, les arts martiaux, le bushido, les jeunes filles en kimono et l'histoire japonaise. À côté de ce Japon rigoriste et élégant, le manga s'inspire aussi d'un Japon populaire, irrévérencieux. Un Japon qui aimait rire de blagues scabreuses, les plaisirs d'une manière générale, les histoires tragiques telles que le Shinju et qui croyait aux fantômes. Un Japon qui ne s'offusquait pas de faire défiler de grands totems phalliques au cours de fêtes religieuses ou populaires. Les prémices d'un art graphique au Japon sont les emaki, des rouleaux peints. Le premier d'entre eux, qui remonte au 8e siècle, est l'Engakyo, un rouleau anonyme racontant la vie de Bouddha. Un autre emaki qui peut être cité est le rouleau des animaux, dans lequel les nobles, les prêtres, les soldats, représentés sous la forme de lapins, de grenouilles et de singes, se poursuivent et s'amusent. L'auteur de cette œuvre a longtemps été identifié comme l'abbé Toba Sojo, mais il semblerait en fait qu'elle soit le fruit de la collaboration entre plusieurs artistes. Au total, 110 emaki, soit 600 rouleaux, nous sont parvenus. Les thèmes traités par ces œuvres sont divers. Il y en a qui puisent leur inspiration dans la tradition bouddhique, ou d'autres dans des romans. Certains, plus ancrés dans la réalité, relatent aussi des événements historiques ou décrivent la vie quotidienne à leur époque. Quand d'autres donnent vie à des créatures issues du folklore comme des fantômes ou des démons. Les emaki représentent donc une étape cruciale dans l'histoire de la narration graphique, puisque c'est avec eux que naissent les cases. À cette époque, elles ne sont pas délimitées par des traits, mais le déroulement des rouleaux, scène après scène, en reprend le principe. C'est aussi avec eux qu'apparaissent les bulles et les traits, censés symboliser les mouvements. Toutefois, certains spécialistes japonais, comme Tomofusa Kure, rejettent le rôle des emaki,
sous prétexte qu'il n'y a pas plus de rapport entre les emaki et le manga qu'entre le boulier et l'ordinateur. Pour Jean-Marie Buisson, la solution n'est pas à voir du côté de la filiation technique, mais plutôt de celui de la continuité historique. En effet, les emaki ont perduré jusqu'à l'époque d'Edo. Et encore au XXe siècle, un mangaka comme Ipei Okamoto a organisé une exposition sur les 53 vues du Tokaido revisitées par des artistes. Cette pérennisation au sein de la société nippone de l'art graphique aurait donc facilité l'acception du manga par les Japonais. À la continuité historique s'ajoute une continuité thématique. Le combat de paix par exemple, comme on peut encore le voir dans Dragon Ball, lors du championnat d'art martial où l'un des concurrents émet une énorme flatulence en guise d'arme chimique, en est un élément récurrent. C'est à Sojotoba qu'on le doit, puisque dans un de ces rouleaux datant du XIe siècle, on peut voir des combattants utiliser de grands éventails pour envoyer leur gaz vers le camp adverse. Dans la fable de la déconfiture de Fukutomi, un pauvre artisan doté du talent de péter à tout vent, donc considéré comme offert par les dieux, met en pratique ses compétences pour divertir les seigneurs et s'enrichir par la même occasion. Les représentations d'excréments abondent aussi dans les œuvres des artistes. Dans le Gakizoshi, datant du XIIe siècle, des fantômes affamés s'en nourrissent. De même que dans la déconfiture de Fukutomi, les paix mélodieux se mêlent avec des sons discordants de diarrhée. Plus récemment, Aral, l'héroïne du manga Dr. Slump d'Akira Toriyama, qui est une jeune androïde de 13 ans, aime converser avec une crotte et à l'occasion la mettre sur sa tête. Un autre thème qui revient régulièrement, c'est le surnaturel. Le manga Onmyoji, par exemple, dans lequel le héros Abe no Seme est un exorciste shinto et dont l'action se déroule à l'ère Heian, montre des créatures directement inspirées d'un rouleau du XVIe siècle intitulé La promenade nocturne des 100 démons. Un autre exemple du même genre, c'est le manga Rosario plus Vampire, qui raconte l'histoire de Tsukune Aono, un jeune garçon qui, après avoir échoué à tous ses examens d'entrée au lycée, se retrouve inscrit au lycée Yokai, un lycée pour monstres. Toutes ces thématiques qui chez nous pourraient dérouter, choquer, écœurer, n'en est rien au Japon, où là-bas les mentalités sont encore empreintes de tradition. De sorte que pour les Japonais, le monde des vivants a toujours gardé un lien étroit avec celui des esprits, des monstres, des créatures. Cet attrait pour le folklore qui a prospéré au cours des siècles dans la narration graphique représente donc un héritage incroyable pour tout mangaka, désireux de créer un univers fascinant. Une autre source d'inspiration est le bouddhisme zen, puisque depuis le XIVe siècle, un art pictural s'était développé au sein de cette communauté, le zenga. Ce genre qui faisait se confondre dessin et calligraphie était caractérisé par l'absurdité des sujets représentés. Ces peintures qui pouvaient d'un côté montrer un homme admirant l'anus d'un cheval, ou un singe essayant de capturer avec ses mains le reflet de la lune, rappelaient les énigmes posées par les maîtres à leurs disciples afin de les aider à se soustraire à toute forme de pensée rationnelle. Le genre du non-sens fut très apprécié à l'époque d'Edo, comme le prouve le Kyoga en Shoen, un recueil de dessins absurdes réalisé par Bokusen Maki, le second de Katsushika Okuzai, le maître des estampes. Aujourd'hui, le style du non-sens, le nonsensu, se retrouve dans le manga à travers des personnages tels que Haruko Haruhara, l'héroïne de Fulikuli, ou Bobobo Bobo Bobo, le maître de l'art martial des poils de nez, issu d'un manga du même nom. Mais c'est surtout à la culture urbaine de l'époque d'Edo que le manga doit beaucoup. À ce moment émerge en effet la classe des shonins, de riches commerçants vivant dans les villes. Ceux-ci ont la particularité de rapidement se doter d'une culture originale et singulière, différente de celle des guerriers et des religieux, et qui aboutit à la création du théâtre kabuki, à l'estampe et au livre imagé. Pour les deux dernières nouveautés, un autre facteur à prendre en compte dans leur essor est l'inefficacité de l'imprimerie, connue pourtant dès la deuxième moitié du XVIe siècle au Japon, de reproduire toutes les lettres d'un alphabet trop dense, car pour cela il aurait fallu énormément de caractères mobiles. L'estampe, dont l'appellation japonaise est ukiyo-e, peinture du monde flottant, se caractérise par un manque de détails anatomiques.
Les visages sont caricaturaux et il n'y a pas, ou peu, de traits délimitant leurs contours. Ils ne se résument en fait qu'à un teint blanc sur lequel les sentiments s'expriment à travers les yeux ou la bouche. Cette technique a été reprise dans les mangas pour adolescents, où les visages sont tous pareils, et pas japonais. Ou bien encore chez Hergé, avec le personnage de Tintin. La similitude entre l'estampe et le manga ne s'arrête pas à la manière de représenter les personnages, mais s'étend à la manie de dessiner un arrière-plan. Les artistes de l'estampe avaient en effet l'habitude de peindre des fonds subjectifs, tout comme les mangaka. Le théâtre kabuki, pas plus que l'estampe, n'accordait d'importance à l'expression réaliste des sentiments, puisque les acteurs, au cours de leurs prestations, surjouaient les émotions, laissant voir aux spectateurs, pour reprendre les mots de Jean-Marie Buisson, des roulements d'yeux, torsions des mains, mimiques grimaçantes et postures théâtrales tenues comme des arrêts sur image. Les dessinateurs de l'époque reprenaient ces codes graphiques pour leurs illustrations, et les mangaka s'inscrivent dans cette lignée. Ces derniers, pour exprimer les émotions, n'hésitent pas à exagérer les traits de leurs personnages. On retrouvera donc, selon Jean-Marie Buisson toujours, des bouches qui fendent la moitié du visage sur des rires gigantesques, les yeux sortant littéralement de la tête, les larmes jaillissant comme des fontaines, ou les jambes qui s'entortillent en écheveaux pour signifier la gêne. en Occident, étant donné que nous sommes peu habitués à de telles démonstrations de sensibilité, ce genre de procédé peut perturber, dérouter au premier abord. Et cette différence de mentalité peut expliquer pourquoi un manga comme Gen d'Hiroshima a eu du mal à se faire traduire chez nous, car l'auteur Keiji Nakazawa abuse de ses mimiques pour montrer toute l'horreur qui saisit ses personnages au moment de découvrir les conséquences catastrophiques du bombardement atomique. Les intrigues dans le théâtre kabuki étaient volontairement allongées, alambiquées, et les difficultés rencontrées par les personnages se résolvaient de manière irréaliste. La mise en scène tendait vers le tragique, la violence et même le gore. Il n'était pas rare de voir des personnages agoniser sur scène. Les sujets préférés des Japonais étaient les pièces historiques, traitant de la vie de héros nationaux, surtout quand ces derniers ont eu un destin tragique. Ils étaient aussi friands des sujets dramatiques, inspirés par l'actualité récente d'Edo, comme les doubles suicides amoureux, rappelant les règles en vigueur du mariage, qui interdisaient l'union de deux personnes issues d'un milieu social différent. Ce goût prononcé pour les intrigues à rallonge et le dramatique se retrouve dans le manga, où souvent les histoires se déroulent sur plusieurs tomes et où les personnages, même principaux, ne sont pas affranchis de la possibilité de mourir brutalement, et ce même dans des séries comme Astro Boy, destinées pourtant à un public jeune. L'actualité d'Edo fournissait aussi matière aux Éon, des livres illustrés dont le contenu était défini par la couleur de sa couverture. Le livre rouge compilait les histoires aux accents féeriques ou fantastiques. Le livre jaune, les exploits guerriers. Le livre noir, adressé à un public mature, recensait les récits d'amour, les réussites ou les drames sociaux, ainsi que des réflexions politiques. Du point de vue de la technique narrative, les Éons empruntaient davantage à la BD qu'aux livres illustrés répandus en Occident à la même époque. Pour ces derniers, les illustrateurs se contentaient de faire coïncider le texte et l'image par des jeux de juxtaposition et de superposition. Tandis que de leur côté, les illustrateurs japonais remplissaient à l'aide du texte tout l'espace libre laissé par l'image. De ce fait, le texte avait autant d'importance que l'image. De la production des Éons découla un véritable marché du livre. Environ 3000 exemplaires d'entre eux ont été publiés, et certains, considérés comme des best-sellers, ont été vendus à plus de 10 000 exemplaires. À Edo, Yoshiwara, la plaine des roseaux, était réputée pour être le plus grand quartier des plaisirs du monde. Là, les prostituées étaient assujetties à une hiérarchisation stricte à l'image d'une société régie par le confucianisme. Ce monde flottant était un sujet d'inspiration formidable pour les écrivains, mais surtout pour les artistes de l'estampe, qui en tirèrent les images de printemps, c'est-à-dire des peintures et des estampes à caractère érotique. Ces représentations d'une sexualité décontractée
sur lesquels les organes reproducteurs étaient exagérément grossis, montre à quel point, au pays du soleil levant, les mœurs à ce sujet étaient beaucoup plus libres qu'en Occident. Et les artistes ne se refusaient pas quelques fantaisies en la matière. Ainsi, Katsushika Okuzai, dans sa peinture intitulée Rêve de la femme du pêcheur, mieux connue au Japon sous l'appellation Lama et le poulpe, montre une femme complètement nue, chose exceptionnelle dans la peinture érotique japonaise qui se délecte des attentions d'une pieuvre et qui donnera par la suite le tentacule sexe, un sous-genre du manga pornographique. La place prépondérante de la sexualité dans la culture japonaise est à mettre sur le compte de la religion. Dans le shintoïsme, en effet, l'activité sexuelle est un fondement sacré de la vie. Dans le taoïsme, il est un moyen d'atteindre l'immortalité, d'où sa représentation décomplexée dans les estampes et aujourd'hui dans les mangas. Mais sa fonction ne s'arrête pas là, car le shunga servait aussi à éduquer les couples dans ce domaine, et ce rôle est encore aujourd'hui entretenu par des mangaka, comme Katsu Aki. Son Step-Up Love Story constitue en effet un véritable manuel d'apprentissage en matière de sexualité. Le musan ou image atroce est un genre d'estampe qui mettait sous les yeux des observateurs des scènes de meurtres horribles ou de torture en tout genre. Le maître en la matière était Yoshitoshi Tsukioka, qui dans ses 28 meurtres célèbres en vers, imagine toutes sortes de façons bien gore d'éliminer son prochain. Son œuvre inspirera par la suite des mangaka comme Suehiro Maruo et Kazuichi Hanawa. Ces derniers laisseront exprimer leur savoir-faire et leur créativité dans 14 illustrations au réalisme éprouvant. Dans cette série, Suehiro évoque à sa façon le suicide d'Adolf Hitler et d'Eva Braun, tandis qu'Hanawa nous présente un Yoshitoshi hanté par ses démons. Le manga représente donc la synthèse parfaite des cultures des deux Japons, celle du peuple et celle de l'aristocratie. Il a aussi su tirer parti de la richesse de la tradition graphique japonaise, qui évoluera, comme on le verra dans la seconde partie, au contact de l'Occident, et donnera naissance à une nouvelle forme, préfigurant le manga contemporain. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, un like, un commentaire, comme d'habitude. Et sur ce, à plus.